Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Avant que nous nous livrions à cette conversation, je vous confirme que notre prochain enregistrement en public aura lieu le dimanche 16 juin à la mairie du 9e arrondissement et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site. Nous retrouverons le théâtre de l'école alsacienne à la rentrée. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1 qui est consacré à Facebook, considéré, je cite, comme un univers de confort intellectuel qui mêle paradoxalement l'absence de confrontation sérieuse à différentes idées et la mise en avant de contenus polémiques propres à nous retenir sur ces pages. Ce numéro du 1 propose, en partenariat avec le média vidéo Spicy, une plongée dans le réseau social qui compte 1,560 milliard d'utilisateurs quotidiens pour saisir ce mécanisme d'enfermement et pour le déjouer, et je dois dire que ce numéro du 1, ça m'a réjoui, n'y va pas par 4 chemins. Nous sommes soutenus par nos souscripteurs, comme vous le savez, en vous rendant sur le site. Tout ce qui vous permet de nous soutenir en étant défiscalisé est indiqué, précisé, et le chemin des clics vous est pavé de bonnes intentions, mais surtout pavé de bonnes informations, et nous remercions d'ores et déjà certains et certaines d'entre vous. Pour ma part, je remercie François Balanant, Mathieu Dautria, Marie-Hélène Marchand, Catherine Lang, Bertie Turquier. Marc-Olivier. Tous mes remerciements s'adressent à Jean-Philippe Guérard, Nathalie Gouman, Sébastien von Renoir, Pierre Fernandez et Élie Michel. Nicolas. Au nom du Nouvel Esprit Public, je remercie Bertrand Gabold, Bénédicte Bourboulon, Charles Blanchard, Joël Durand et Olivier Jantet. Lucille Schmitt. Alors moi, je remercie Stéphane Guy, Nicolas Rips, Anne-Cécile Kaufmann, Rémi Mertz et Marie Martine. Et Jean-Louis Bourlange. Moi, mes remerciements vont à Mara Milan, à Philippe Morat, à Jérôme Tomasi, à Claudine Boquin et à François Guénaud. Merci à elle et merci à eux. Et je vous propose que nous nous intéressions à cette sorte de nouvelle donne politique qui se profile après les élections européennes. Le 2 juin, Laurent Wauquiez a annoncé sa démission de la présidence du parti Les Républicains. Cette annonce fait suite au revers de la liste conduite par son poulain, François-Xavier Bellamy. Avec 8,48% des suffrages exprimés, le parti a enregistré son plus mauvais score sous la Ve République. L'ancien patron de LR avait perdu le soutien de son parti puisqu'au Sénat, Gérard Larcher avait pris la tête de la résistance de la droite modérée et à l'Assemblée, une vingtaine de députés menaçaient de faire dissidence. Cette démission ne met fin ni au débat sur la ligne du parti, dont La République En Marche a siphonné une partie des électeurs, ni à la recherche d'un nouveau leader, ni à l'hémorragie de personnalités comme la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Avec le scrutin européen, la majorité doit aussi se réorganiser, notamment dans la perspective des élections municipales de 2020. Premier signe de changement, le chef de l'État a décidé de ne pas prendre la parole devant le Parlement réuni en congrès, comme il avait annoncé qu'il le ferait, et de confier à son Premier ministre, Édouard Philippe, le soin de préciser les étapes de l'acte 2 du quinquennat lors d'un discours de politique générale, suivi d'un vote de confiance le 12 juin prochain. Pour séduire les 13,3% de voix partis vers les écologistes d'Europe Écologie Les Verts, Édouard Philippe a par ailleurs promis un verdissement, m'a-t-il dit, de la politique du gouvernement.
À la droite de la droite, l'arrivée en tête du Rassemblement national n'a pas pu longtemps cacher l'impossibilité pour ce parti de prétendre gouverner seul. Marion Maréchal est sortie de son silence pour le souligner et mettre sur la table la question des alliances, question à laquelle une partie les Républicains n'est pas insensible. À la gauche de la gauche, Jean-Luc Mélenchon a laissé ses proches minimiser la contestation interne menée notamment par Clémentine Autain. Il ne s'est pas attardé sur le faible résultat de la France insoumise et il a réaffirmé que son but était la prise de pouvoir par une victoire à l'élection présidentielle de 2022. D'ici là, les Français voteront beaucoup. En 2020, pour le renouvellement des conseils municipaux et d'une partie du Sénat. En 2021, pour celui des conseils départementaux et régionaux. Les maires élus sous une étiquette de droite font l'objet de l'attention toute particulière de LRM, qui manque d'assises territoriales. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Comme vous venez de le dire, nous sommes dans une séquence d'une grande confusion. Il était tout à fait normal que Laurent Wauquiez démissionne après le résultat catastrophique de la liste conduite par François-Xavier Bellamy. De là à avoir prévu que Valérie Pécresse allait ensuite quitter le parti et au fond faisait le pari de reconstruire la droite hors du parti existant. Je crois que nous avons tous été surpris par cette décision. Ça montre bien que les anciens appareils continue de se désagréger et au fond que le mouvement organisé par Emmanuel Macron en 2017, 2 ans après, continue à produire ses effets sur la scène politique française. Ce qui est très intéressant par rapport aux résultats des élections européennes, c'est que par ailleurs, Emmanuel Macron en 2 ans a réussi à construire une sorte de pôle de stabilité de LREM qui fait qu'aujourd'hui, il peut lancer par exemple via Édouard Philippe ou Sébastien Lecornu une espèce d'OPA sur les maires LR par rapport à la question territoriale que jusqu'à présent il n'avait pas vraiment affronté. Présenté comme très jacobin face aux échéances municipales, cette question de la recomposition dans les territoires avant les élections est engagée aujourd'hui. Et on voit bien qu'un certain nombre de maires, les Républicains, peuvent être tentés par un rapprochement de La République En Marche parce que les scores des élections européennes ont été extrêmement faibles et que la question de préserver les places reste importante dans le nouveau monde comme dans l'ancien monde. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que entre des élections européennes et des élections municipales, on n'a jamais vu 2 élections aussi différentes. Pourquoi ? Parce que les élections européennes se déroulent à une proportionnelle qui n'est pas intégrale, mais en tout cas qui laisse une grande liberté à l'électeur, et parce que leur caractère extrêmement abstrait par rapport à l'enracinement très concret que représentent les municipales, fait que faire le lien et la comparaison entre les résultats des élections européennes et des élections municipales, si elle est tentante, est quelque chose d'extrêmement, me semble-t-il, compliqué. Donc, il ne faut pas considérer que le succès ou l'ordre d'arrivée en tête ou en queue de peloton dans les élections européennes dit quelque chose a priori sur les élections municipales. Et puis, pour ne pas être trop longue, il me semble qu'il y a un élément extrêmement intéressant, c'est que les sondages n'avaient pas prévu cette avancée très forte des écologistes, des Verts, et que des acteurs émergents se sentent poussés des ailes par rapport à la scène politique française. Confère ce que disait Yannick Jadot dans un entretien au Monde cette semaine sur le fait que peut-être les écologistes pourraient conquérir Paris, Toulouse et Nantes. Ça semble être une ambition disproportionnée, mais en tout cas, la question des contenus des projets municipaux qui seront présentés au printemps prochain est posée. Suffira-t-il de verdir ? Il faudra certainement avoir des contenus différents, dans lesquels la question de la droite et la gauche sera peut-être pas autant au centre du jeu qu'elle a pu l'être jusqu'à présent, mais il faudra à la fois avoir des projets nouveaux et des incarnations différentes. Et là-dessus, la question des castings, beaucoup plus importante, me semble-t-il, dans une élection municipale que dans une élection européenne, est ouvertement posée. LREM saura-t-il trouver les bons candidats ? Les Verts sauront-ils trouver les bons candidats ? Et pour ceux qui sont aujourd'hui en difficulté, les socialistes et la droite, pourront-ils éventuellement rebondir par rapport au fait qu'ils ont des incarnations et des positions de pouvoir dans les territoires ? Je crois que c'est ça qui est posé. Les acteurs émergents réussiront-ils à s'incarner et à avoir les bons contenus pour confirmer l'essai ? Les acteurs déclinants sauront-ils rebondir en utilisant les positions qu'ils ont déjà dans les territoires ? Nicolas Bavrez. L'une des ruptures ou des nouveautés majeures de ce scrutin européen, c'est que, pour la première fois, les élections européennes ont un impact majeur sur les vies politiques nationales. C'est vrai en Allemagne, avec les difficultés de la grande coalition de Mme Merkel et notamment les difficultés du SPD. C'est vrai au Royaume-Uni, on retrouve les conservateurs à 9% et le Labour à 14%. C'est vrai en Italie, où la coalition des extrêmes risque d'exploser, laissant le champ libre aux ambitions de M. Salvini. C'est vrai en Grèce, où Alexis Tsipras va être obligé de
d'organiser des élections en juillet. Et évidemment, c'est vrai aussi en France. Alors, le résultat en France est paradoxal, puisque il est vrai que le président Macron a subi un échec tactique, puisque la liste LREM arrive en seconde position, un peu derrière, 0,9% derrière le Rassemblement national. Mais comme on l'a dit, pour lui, c'est clairement un succès stratégique, parce que son pari d'installer le duopole LREM Rassemblement national est un pari qui a été gagné. Ce qui est très impressionnant, c'est de voir que quand on regarde les suffrages, les 2 tiers des votants à ces élections ont voté en dehors du clivage droite-gauche. Et que les 2 grands partis qui ont quand même, ou les 2 grands camps qui ont structuré la vie politique française depuis 1958, donc qui étaient la Républicains, PS ou Force de gauche, ça représente 15% des électeurs. Donc il y a clairement là le Big Bang, comme il a dit, et comme il a été dit, le Big Bang de 2017 continue à produire tous ses effets. Alors la nouveauté, c'est que côté gauche, on a toujours, en fait, on continue à avoir des électeurs, mais qui sont neutralisés par l'éclatement de la gauche. Et en revanche, côté les Républicains, là, il y a une crise majeure. Une crise d'abord du résultat, 8,48%. Et derrière, il n'y a plus de leader, il n'y a plus de ligne politique, il n'y a plus de base sociologique. Ou en tout cas, une base sociologique extrêmement restreinte autour d'un noyau conservateur. Alors, le paradoxe, c'est qu'il reste des élus, mais ces élus vont être remis en jeu lors des élections municipales de 2020 et des régionales et des départementales de 2021. Donc il y a clairement un risque de disparition de ce parti et on voit que de fait, autour d'Édouard Philippe, Emmanuel Macron poursuit l'OPA sur ce qui reste des Républicains. Il le poursuit d'autant plus que La République En Marche a perdu une partie de ses électeurs à gauche, mais a conquis massivement des électeurs qui votaient traditionnellement à droite, et notamment les retraités. La dernière remarque un peu structurelle, c'est que quand on regarde tout ceci, on s'aperçoit qu'il y a quand même une forme de désintégration des partis, et ça pose la question de savoir si on peut faire fonctionner une démocratie sans parti. Pourquoi ? Parce que ce qui frappe quand même dans ces 2 grandes forces qui restent, La République En Marche et le Rassemblement national, c'est qu'ils s'inscrivent directement dans cette espèce de dynamique des hommes forts ou de la démocratie avec des leaders charismatiques. En réalité, La République En Marche, il n'y a pas de ligne politique, il n'y a pas de vraie stratégie en dehors d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, les initiales même du parti, avec le EM, le En Marche, renvoie à Emmanuel Macron. Et du côté du Rassemblement national, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est appelé le Rassemblement Marine, donc c'est construit autour de Madame Le Pen. Et la politique traditionnelle, en tant qu'idéologie, en tant que structuration du débat public, ça, c'est effectivement en train de se perdre. Et on voit que cette dynamique de l'homme providentiel est d'ailleurs appliquée par bon nombre d'autres politiques, d'une certaine manière par Madame Marion Maréchal Le Pen, qui essaye de se positionner également dans le débat, ou par Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, qui ont maintenant tous les 2 décidé d'être en dehors des partis pour essayer de conduire et de piloter leurs ambitions présidentielles. De remarques marginales, mais dans toutes les spéculations sur l'élection présidentielle qui ont suivi l'élection européenne, peu de gens ont tenu compte du fait qu'il y a 4 élections d'ici cette élection présidentielle, à raison de 2 par an, ce qui permet à tous les acteurs, et notamment au président de la République, d'affiner, de modifier sa tactique. Et puis l'autre remarque, on parle beaucoup de l'effondrement d'un certain nombre de partis, mais il y a un effondrement dont il faut parler qui concerne l'ensemble des partis, c'est l'effondrement des militants. Il n'y a plus de militants à jour de leur cotisation et qui soient vraiment des militants actifs en tout cas, il reste de moins en moins, et je ne peux pas citer la fédération sportive dont il est question, mais Frédéric Seyss, qui est l'un des éditorialistes politiques de France Culture, a signalé l'autre jour qu'il y avait moins de militants, tous partis confondus, que de licenciés à la fédération d'un des sports, j'ai oublié lequel, je crois que c'était pas le football, c'était un sport moins pratiqué encore. Le tennis, que le football. peut-être. Non, je sais pas, je crois que c'était le croquet, ou à peu près, enfin, non, j'exagère. La quille de 8. Sport exclusivement pratiqué dans le Rouergue. Marc-Olivier Padis.
Oui, la situation que décrit Nicolas a été baptisée par certains historiens le parti personnel. Et c'est ce qu'on a vu en Italie déjà, c'est-à-dire Berlusconi, c'était Berlusconi, et maintenant la Ligue, c'est Salvini. Et alors on peut se demander effectivement si on se dirige vers ce type de situation, ou si on est dans une période intermédiaire où une recomposition est en cours, où des modes d'adhésion aux partis politiques vont se faire de manière différente. Et c'est vrai que cette élection ne nous aide pas beaucoup à savoir si on est finalement au milieu du gué, à mi-chemin d'une recomposition qui est en cours. On est encore, comme l'ont dit Lucile et Nicolas, dans les suites de l'élection présidentielle. Et est-ce qu'il y a déjà les prémices d'une recomposition, d'une stabilisation de la scène politique ou pas? Quand on repart de l'échelle européenne, on voit que tous les pays européens, en fait, connaissent cette recomposition du paysage politique, et c'est ce qu'on a vu avec le résultat pour le Parlement européen, c'est que les deux grands partis qui structuraient la vie politique européenne, le Parti conservateur et le Parti social-démocrate, sont tous les deux en recul, et ça traduit des recompositions plus ou moins chaotiques dans différents pays, très chaotiques en Italie, très chaotiques en Grande-Bretagne, un peu moins en Allemagne, mais où on sent que ça bouge aussi. Et donc, on a le sentiment qu'en France, on vit cette recomposition en ordre de marche, si je puis dire. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a eu l'intuition qu'il fallait déplacer les pièces en 2017 pour provoquer lui-même en fait une recomposition plutôt que d'attendre que celle-ci se fasse toute seule. Et c'est vrai que, comme l'a dit Lucile, on ne sait pas bien si entre les européennes et les municipales, ça semble pas être une période très favorable pour une recomposition forte de la scène politique. D'abord parce que les élections européennes sont souvent atypiques comme résultat. C'est-à-dire, on a déjà vu par le passé des partis, notamment les Verts, faire des bons scores, mais finalement sans lendemain. Par exemple, et puis les mauvais résultats ne préjugent en rien de la suite. C'est-à-dire que la France insoumise là, a fait un mauvais résultat, mais elle a fait en fait exactement le même score que la précédente fois pour les élections européennes. Et de même, le Rassemblement national est arrivé en tête, mais c'était déjà le cas la dernière fois. Et donc, en réalité, ils n'ont pas vraiment progressé en pourcentage, en tout cas, des voix. Et donc, c'est pas une élection très propice à des recompositions. Et de même, comme l'a dit Lucile, les élections municipales ne sont pas très propices non plus, ce qui pose un problème stratégique pour Yannick Jadot, qui est très, très présent depuis ses bons résultats de l'élection présidentielle pour dire c'est, dans le fond, autour des Verts que quelque chose doit se recomposer, tout en refusant de se situer lui aussi dans le clivage gauche-droite. Alors pour recomposer la gauche, c'est quand même compliqué, et c'est pas évident que l'élection municipale soit très porteuse pour une recomposition nationale en raison de la difficulté à lire des résultats d'ensemble. Maintenant, dans cette recomposition, il ne faut pas négliger le fait qu'il y a eu malgré tout des déplacements importants, notamment la poussée du vote vert. Le fait que La République En Marche se soit consolidée ne doit pas masquer le fait qu'en réalité, il y a eu des déplacements souterrains de voix extrêmement importants. Quand on regarde le détail des reports de voix, c'est-à-dire comment les gens qui avaient voté à l'élection présidentielle ont voté cette fois-ci à l'élection européenne, on voit qu'en fait, beaucoup d'électeurs d'Emmanuel Macron en 2017 ont porté leur voix sur les Verts. Donc, disons, les électeurs de gauche d'Emmanuel Macron ont manifesté une certaine déception, un mécontentement qui a davantage profité aux Verts qu'à la liste de Glucksmann. Et d'autre part, en fait, La République En Marche est stable parce qu'elle a récupéré les voix des électeurs fillonistes qui n'ont pas voulu voter pour le Rassemblement national et qui n'ont pas voulu voter pour Bellamy. Et donc, en fait, le score, finalement, qui reste assez stable de La République En Marche, cache des mouvements souterrain assez important qui montre un glissement des électeurs d'Emmanuel Macron à droite qui aura forcément des incidences sur les municipales. Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est quand même des élections très, très intéressantes. Moi, le score qui a été réalisé par la liste que j'ai soutenue a été nettement meilleur à celui que j'imaginais, ce qui me met toujours mal à l'aise, parce que en général, je suis suffisamment pessimiste pour souffrir de voir mes
mon parti gagnait alors que j'avais prévu qu'il gagnerait peu. Mais enfin, il faut faire contre bonne fortune, bon cœur. Alors, ce qui me paraît frappant d'abord, c'est qu'on attendait, et je crois que Nicolas l'a dit, on a eu pendant toute la campagne une espèce de grand cri, on nationalise le débat européen, et en réalité, ce qu'on voit sur la base des résultats, c'est qu'on européanise le débat national. Parce que les thèmes fondamentaux qui ont structuré la vie publique, le choix politique, ont été des choix européens, que ce soit les choix, enfin tous les choix de la sécurité, le protectionnisme, l'immigration, l'écologie, l'économie ouverte ou fermée, enfin oui, le protectionnisme, tout cela était au cœur d'un débat, non plus du tout d'un débat droite-gauche, mais d'un débat pour ou contre l'Europe, que les résultats, que la structuration du jeu politique, moi j'avais constaté qu'en 2017, l'une des significations de la révolution politique macronienne, parce qu'il y a une révolution au sens presque géométrique du terme, la révolution macronienne, c'était l'alignement sur la façon de poser les problèmes en termes européens. C'est-à-dire que le Parlement européen, depuis toujours, c'était une alliance, non pas seulement un duopole, il y avait le duopole, bien sûr, socialiste, PPE socialiste, mais au milieu, il y avait les libéraux et il y avait les écologistes, il y avait des rapports de force. Alors avant, c'était plutôt un duopole, maintenant, ça va être ce que j'appelle une majorité Dalton. Vous voyez, les 4 partis, chacun a une tête de moins que l'autre. Avril, c'est le PPE, et Joe, c'est les écologistes. Et ils ont chacun 50 voix, mais il y a aucune solution de continuité, si vous voulez. Le second a un peu moins de voix que le premier, le troisième a un peu moins de voix que le second, et le quatrième a un peu moins de voix que le troisième, mais tout ça fait d'excellents Européens, si j'ose dire. Donc, de ce point de vue-là, il y a à la fois rupture du duopole et continuité. Et nous avons un système en France, mutatis mutandis, parce qu'on est en 5e République, on a cette organisation ternaire, avec d'ailleurs un effondrement très grand du pôle de gauche, et qui est remplacé en partie par les écologistes. Donc on a vraiment une européanisation. La deuxième chose qui me paraît frappant, c'est que j'écoutais vendredi Bruno Jeudi et Philippe Tesson sur Radio Classique, qui disaient, Philippe Tesson disait notamment, c'est la fin de l'idéologie, c'est le triomphe du pragmatisme. Je crois pas du tout. Je crois pas du tout ça. Je crois que ces élections ont été fondamentalement idéologiques, même si elles n'ont pas été droite-gauche. Et notamment, pour ce qui concerne, je crois que ça détermine profondément le problème de LR, c'est que LR a été broyé par ce clivage idéologique qu'il n'a pas voulu assumer. Xavier Bellamy, ça a été l'âne de Buridan qui hésitait entre le baquet d'eau de droite, et le picotin du centre. Et en réalité, on voit bien au lendemain de la démission de Wauquiez, on voyait les leaders se partager entre deux lignes. Ceux qui disaient oui, Wauquiez est parti, mais de manière, il n'est pas question qu'on se noie dans alors, les mots étaient toujours les mêmes et très vagues d'ailleurs. Nous avons besoin d'actes forts, d'un langage clair. On savait pas où était cette clarté, où était cette force. En réalité, ça voulait dire qu'ils étaient assez proches des thèmes du Front National, mais là, ils arrivent très tard dans un monde qui est déjà assez largement façonné par le Front National, et les autres disaient, écoutez, non, nous avons le choix européen, nous sommes pour l'économie de marché ouverte, nous sommes pour le développement de l'Union européenne, nous sommes pour la sécurité collective, nous sommes pour verdir assez profondément nos politiques, et à ce moment-là, vous êtes macronien. Ah, non. Alors là, le choix est très difficile, et je pense que pour LR, ou ce qu'il en reste, le choix est est-ce qu'ils veulent être macronistes, ce qui me paraît s'imposer, c'est-à-dire accepter les choix idéologiques de Macron, tout en étant anti-macronien, ce qui est possible, c'est-à-dire tout en disant, le chef que vous avez n'est pas forcément celui qui sera le plus populaire en France dans 3 ans, et nous devons, sur des lignes à nous, faire des choses un peu différentes. La dernière chose que je voudrais dire, j'en voulais en dire plusieurs autres, mais la dernière chose que je voudrais dire, je n'en dirai qu'une, elle est à mon avis, c'est que le clivage local reste profondément important.
Je crois que je trouve que les gens de République En Marche sont extrêmement audacieux d'aborder la question des élections locales, des élections municipales de l'année prochaine en particulier, départementales, sénatoriales, avec l'idée « rejoignez-nous ou crevez ». C'est un peu le thème d'un certain nombre de gens. Je crois que les Français vont avoir envie de bâtir un contre-pouvoir, que le pouvoir local échappe à ce clivage idéologique pro ou anti-européen que j'ai évoqué tout à l'heure, et que République En Marche est assez profondément démunie d'un personnel politique capable, j'en suis un bon exemple d'ailleurs, capable de faire pièce aux élus territoriaux des différentes circonscriptions. Je pense que là, si trop d'intransigeance, nous pensons, nous, au MoDem, les choses un peu différemment. Nous pensons qu'il faut faire des majorités locales avec des élus LR ou des élus de centre-gauche, qu'il faut distinguer, déconnecter du clivage national. Et je pense que notre prudence est raisonnable. Lucille Schmitt. Oui, plusieurs choses. D'abord, on l'a dit tous ensemble, si je puis dire, il y a une incertitude et un sentiment de recomposition, de transition démocratique par rapport à ce paysage politique. Mais malgré tout, la question du Rassemblement national est essentielle. C'est-à-dire que on s'est aussi habitué en quelques années à considérer que le fait que le Rassemblement national puisse avoir la première place à des élections, c'est donc la deuxième fois par rapport aux élections européennes, et que lui, il est un électorat relativement stable, c'est devenu une sorte de donnée dans le champ politique, alors que rappelons-nous qu'au moment du débat du deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, tout le monde considérait qu'elle était finie. Donc il y a un sentiment de recomposition, et par ailleurs, il y a quand même une stabilisation de la place du Rassemblement national qui me semble devoir être soulignée. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'on s'interroge sur droite et gauche. On se dit, mais est-ce que droite et gauche vont continuer à exister ? Est-ce que ce sera aussi quelque chose qui réapparaîtra peut-être plus fortement dans les élections à venir ? Et ça, c'est un sujet qui n'est pas réglé. C'est-à-dire que Marc-Olivier l'a rappelé, il y a eu une transhumance en fait électorale de certains électeurs de droite vers Emmanuel Macron. La droitisation d'Emmanuel Macron, elle fait partie du paysage politique. Et qu'est-ce qui va se passer à gauche ? Est-ce que la gauche a durablement disparu parce qu'elle a été segmentée, parce qu'elle a été décomposée, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qu'il faut continuer à regarder en tension ? Et moi, ce que je propose par rapport à ça, c'est de remettre quand même du contenu par rapport à la question des étiquettes. Au fond, ce qui est posé par rapport à l'augmentation très forte du score des écologistes et à leur irruption qui n'était pas prévue par les sondages, c'est qu'ils proposent un nouveau projet de société avec des contraintes nouvelles, avec des libertés nouvelles, et avec une prise en considération de la complexité nouvelle aussi par rapport à la question des sciences. Je ne sais pas si c'est Joe Dalton, les écologistes, je ne sais pas si je suis Joe Dalton autour de cette table, mais en tout cas, je suis certainement aussi petite que Joe Dalton, mais il y a quelque chose autour de l'idée qu'aujourd'hui... Mais Joe Dalton est le plus petit, mais le plus intelligent. Le plus intelligent, oui, bien sûr. Mais c'est peut-être aussi une femme, au fond, on ne sait pas, en fait. Il met parfois des bonnets sur la tête. Mais en tout cas, il y a... très lié à Ma Dalton, il faut reconnaître. Il faut bien reconnaître que Ma et Joe, c'est pareil. Donc, il y a un sujet, en tout cas, sur comment est-ce qu'on transforme les étiquettes en remettant du contenu, qu'on n'attribue pas les étiquettes sans se poser la question du projet de société que l'on porte. Il me semble que les électeurs, lorsqu'ils font le choix, par exemple, des écologistes, ils acceptent l'idée d'une transformation en profondeur antiproductiviste, quelque part. Je ne suis pas en train de faire du marxisme, mais il y a quelque chose, en tout cas, qui montre qu'aujourd'hui, les lecteurs se mobilisent, y compris pour prendre des risques par rapport à des acteurs émergents, et ça me semble essentiel. Par rapport à ce que disait Philippe sur le fait qu'il n'y a plus de parti politique avec des militants, je rappelle effectivement que, par exemple, EELV est un parti qui a 2000 militants à tout casser, et que ce qui est en cause, en fait, c'est un changement culturel au moins autant qu'un changement par rapport aux appareils politiques, et même plus. Donc ce changement culturel, il affecte à la fois la forme des partis, mais aussi la forme, de la manière dont nous concevons notre vie. Est-elle réussie ou pas ? La relation au travail. Donc changement culturel et changement politique, c'est quelque chose d'essentiel. Et je crois que le changement culturel existera encore dans les élections territoriales, sans doute parce qu'il faut rappeler, parce qu'aujourd'hui les territoires sont des lieux d'innovation, d'expérimentation, beaucoup plus que l'État central. C'est une espèce de profession de foi girondine que je fais là, mais en tout cas, depuis des années, la créativité s'est déplacée dans les territoires. Et la question qui se pose, en fait, pour les élections municipales, c'est est-ce que ce seront des maires conservateurs qui ont en quelque sorte structuré leur clientèle, ou des maires qui prendront le pari de nouveaux projets qui peuvent gagner? Faudra-t-il faire des projets mixtes entre conservatisme et innovation? Je crois que c'est une question qui est posée. Les municipales pourraient nous surprendre peut-être autant que les élections européennes. Moi, je fais le pari que la scène politique française va rester surprenante et imprévue pendant encore longtemps.
Mais dans sa métaphore apparemment féconde des Dalton, Jean-Louis Bourlange a oublié Rantanplan. Et là, je me demande si, par exemple, Yannick Jadot ne fait pas plus Rantanplan que Haverel, dans la mesure où croire à ce point que parce qu'on a fait un bon score à une élection européenne, on peut rouler des mécaniques devant toutes les caméras de télévision et expliquer que tout va se passer autour de soi-même et de son groupe, me paraît quand même pas le signe de la plus vive intelligence politique. Quand je prends l'exemple de Paris, que je vois la manière dont les écologistes ont été d'agréables animaux domestiques ou de compagnie, je devrais dire plutôt, des animaux de compagnie. Ce ne sont pas des tigres, c'est vrai. Pour Madame Hidalgo, et que je les vois maintenant montrer leur absence de muscles, mais les gonfler quand même pour nous expliquer que c'est autour d'eux que va se passer des choses et qu'on va voir ce qu'on va voir à Paris. Il y a là quelque chose quand même qui est de l'ordre d'une espèce de pensée magique ou d'hubris, pour reprendre un mot que cet agrégé de lettres classiques, qui restera, je crains, comme tel dans l'histoire et non pas comme ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a remis dans notre vocabulaire. Nicolas Bavrez. Il y a une chose qui est très impressionnante aussi dans les élections européennes, mais qui ne vaut pas forcément de fait pour les municipales, les départementales ou les régionales, c'est que la prime est allée aux partis qui étaient clairs. Quand on prend par exemple le Royaume-Uni, c'est spectaculaire. Le parti du Brexit, les gens savaient ce que c'était, et c'est pour ça que M. Farage a écrasé le Parti conservateur et le Labour. Et ça a été vrai aussi en Allemagne, avec les Verts précisément. Et il faut quand même mettre ça au crédit de Yannick Jadot, c'est que ça explique sans doute une partie de son bon score, et ça explique aussi donc le duopole entre La République En Marche et le Rassemblement National. Le pôle identitaire était bien identifié côté Rassemblement National, le pôle de l'Europe et de la réforme était bien identifié côté La République En Marche. Donc, quand on regarde aujourd'hui donc ce qui a été dit, aujourd'hui, les 2/3 des électeurs sont en dehors du clivage droite-gauche. Le problème de la gauche, c'est d'arriver à se rassembler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît extrêmement difficile, puisque chacune des chapelles explique que le rassemblement doit se faire autour d'elle. Et donc, tant qu'on en reste là, c'est bloqué, plus la crise interne des insoumis. Le problème de la droite est différent, c'est-à-dire que là, le problème n'est pas l'éparpillement, mais l'euthanasie des républicains. Et comme il a été dit, cette euthanasie, elle vient du fait qu'il n'y a pas de clarté. Et que c'est vrai qu'il y a ce grand écart. Tout ce qui était identitaire a été préempté par le Rassemblement national. Ce qui est réforme économique, Europe, et aussi maintenant, depuis les Gilets jaunes, ordre public, est préempté par La République En Marche, même si on ne peut pas dire qu'en matière d'ordre public, le gouvernement a spécialement brillé durant cette crise. Mais il n'empêche que pour l'électorat, par rapport aux images qui ont été vues, aujourd'hui, Emmanuel Macron et son gouvernement, à tort ou à raison, symbolisent le maintien de l'ordre contre le désordre. Donc, pour arriver à retrouver un espace entre ces... C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sera extrêmement difficile, et que la seule possibilité, c'est pour les Républicains aussi, c'est là où va se jouer c'est en fait le terrain local, puisque c'est le seul appui qui reste aujourd'hui à ce qui reste de ce parti. Marc-Olivier Panis. 2 points. Nicolas disait les partis qui ont gagné sont ceux qui avaient un message clair. C'est vrai que de ce point de vue-là, la France insoumise avait un message absolument incompréhensible sur l'Europe, puisque leur message c'était de dire il faut renégocier les traités en menaçant de sortir, mais en même temps on sortira pas, donc on désobéira. Donc ils étaient en même temps pro-européens, anti-européens, on comprenait rien. Et je pense que ça explique effectivement leur très mauvais score. Mais il y a aussi des déplacements de clivage assez importants depuis l'élection présidentielle, parce qu'à l'élection présidentielle, les discours anti-européens faisaient presque une majorité. Et si on additionnait comme anti-européens la France insoumise, le Rassemblement national, plus les différents souverainistes, on arrivait presque à 50.
Or, aujourd'hui, maintenant, le Rassemblement national, finalement, a changé sa ligne politique sans que ça lui rapporte rien. Ils sont maintenant plus pour faire une espèce de contre-révolution culturelle au sein de l'Europe, mais ils sont plus pour un Frexit, en tout cas. Et donc, ces clivages se sont bouleversés. Et finalement, les anti-européens, les vrais souverainistes, ont fait des scores très médiocres à cette élection. Deuxième point très court, très rapide, c'est pour défendre Yannick Jadot, je dirais, rien ne lui interdit d'essayer de profiter de l'avantage relatif et peut-être de courte durée qu'il a obtenu dans ces élections pour essayer de créer une dynamique. Après, est-ce qu'il y arrive ou pas? Mais si en politique on n'essaye pas, on ne va pas très loin. Oui, il y a peut-être façon et façon d'essayer. Il y a notamment une façon d'essayer de rassembler autour de soi qui me semble être une façon de vouloir rassembler sous soi que je ne crois pas très rentable. Jean-Louis Borloo. Oui, deux observations. Une sur le Rassemblement national. Je ne crois pas qu'on ait pensé au lendemain de l'élection de 2017 que le Front national était perdu. Ce qui semblait perdu, c'était Marine Le Pen elle-même, et la ligne Philippot, qui avait quand même été une ligne de gauche, entre guillemets, une ligne néo-chevènementiste, qui était, à mon avis, complètement à contre-courant des intérêts électoraux fondamentaux du Rassemblement national, comme l'avait très justement montré depuis très longtemps Marion Maréchal Le Pen. Elle avait, je crois, moi je l'ai toujours dit en tout cas, j'avais une analyse qui était beaucoup plus juste que celle de Philippot. Donc là, il y avait une mise en cause, mais en réalité, le socle du Front national, du Rassemblement national, est très solide, puisque c'est sur cette ligne que s'organise le clivage fondamental de la société française et des sociétés politiques françaises et des sociétés politiques européennes. Ce qui est observable en même temps, c'est que Marine Le Pen va avoir fort à faire avec les gens de son parti. Moi, j'ai été extraordinairement impressionné. J'ai écouté l'autre jour, là aussi sur la même radio que celle que j'évoquais à l'instant, Jordan Bardella. J'ai été très impressionné par la qualité rhétorique. Ce garçon de 23 ans qui avait une maîtrise de son expression orale, un contrôle de son discours idéologique, parlant de choses comme le bon sens, des trucs qui veulent rien dire mais qui font très très bien dans le tableau, etc. Je me suis dit qu'elle aurait forte, plus Marion Maréchal, qui est quand même forte d'une anticipation stratégique assez grande et qui maintenant est en mesure de dire que le ramasse-miettes en direction d'une partie de LR peut être opératoire. Donc je pense qu'on n'est pas à l'abri de difficultés de casting pour la prochaine présidentielle de ce côté-là. La seconde remarque que je voudrais faire, c'est sur l'écologie. Je crois... Bon, Jadot, il pète un peu les plombs, c'est normal, il a gagné, beaucoup de gens ne l'avaient pas vu venir. Moi, j'avais pensé initialement qu'il ferait un très bon score, puis j'avais trouvé que sa campagne avait été pas... Jadot, c'est une hésitation entre le parti de Duflot et l'amitié de Cohn-Bendit. Ce qui est évidemment très difficile à vivre. Mais il a très bien orienté sa campagne dans les 15 derniers jours. Simplement, maintenant, c'est vrai que la gauche est totalement en miettes, puisque en réalité, le logiciel de gauche, c'est la condamnation de l'économie capitaliste, et que c'est incompatible avec l'engagement européen. C'est ça qui a broyé Hamon, c'est ça qui a broyé Glucksmann, et c'est ce qu'a très justement su éviter Jadot en portant un autre discours et un autre combat, le combat pour l'écologie. Simplement, je me demande vraiment si la gauche est réductible à l'écologisme. Il faut renoncer à des choses fondamentales, au maître et possesseur de la nature de Descartes, à tout un ensemble de choses qui étaient quand même au cœur du logiciel de gauche. Et à l'inverse, je me demande si l'écologisme doit être réductible à la gauche, et si les écologistes français ne doivent pas faire comme leurs camarades allemands, se mettre au milieu du marché politique avec leurs idées, leurs principes, et voir avec quel parti, du centre, de gauche ou éventuellement de la droite modérée, ils peuvent conclure un pacte de gouvernement. Donc je pense que de ce côté-là aussi, l'avenir n'est pas rose, et à part les élections municipales, je ne vois pas beaucoup de terrain de bouée de sauvetage pour l'opposition traditionnelle.
Je vous remercie. Je vous propose que nous passions maintenant à un sujet plus large, si je puis dire, puisqu'il s'agit des autres populismes. Au moment de la campagne pour les élections européennes, une attention particulière s'est portée sur les populistes dans les pays européens, mais l'hémisphère sud n'est pas en reste. Au Brésil, Jair Bolsonaro, président depuis octobre 2018, s'érige en champion de la lutte contre la corruption et du rejet des élites corrompues. C'est un nostalgique de la dictature, c'est un admirateur de Donald Trump, il est en guerre contre les universités, il a récemment annoncé le gel de 30% de leurs subventions, il prône la privatisation des plus importantes compagnies publiques et des mesures de dérégulation de l'agro-industrie, il a augmenté de près de 5% le salaire minimum et condamné les aides sociales aux plus pauvres. Voilà pour le Brésil. En Inde, le Premier ministre Narendra Modi, nous avions fait une émission thématique que je vous recommande l'année dernière car elle est toujours d'actualité, vient d'être réélu le 19 mai. Il s'affiche en leader d'une indépendance nationale qui glorifie le Made in India industriel et technologique. Les élections qu'il a conduites ont été un quasi-référendum sur sa personne et sa campagne a été marquée par un discours sécuritaire, anxiogène et nationaliste, le présentant comme le protecteur du pays et lui permettant de passer sous silence un bilan économique plutôt mitigé. Aux Philippines, les candidats du président Rodrigo Duterte sont arrivés en tête des élections de mi-mandat du 13 mai. Le président, élu depuis 2016, a bâti sa réputation de champion de la lutte contre le narcotrafic à l'aide de ses escadrons de la mort chargés d'exécuter les criminels, sans autre forme de procès. En Argentine, les élections présidentielles qui se profilent en octobre font réapparaître le spectre du péronisme. La figure de Cristina Kirchner, l'ancienne présidente de 2007 à 2015, qui se présente comme vice-présidente derrière son chef de cabinet, Alberto Fernandez, afin que celui-ci puisse signer une amnistie interrompant les procédures judiciaires qui la visent, puisqu'elle doit être jugée dans le cadre d'une affaire d'attentat à la bombe de 1994 contre une association juive de Buenos Aires qui avait fait 85 morts et des centaines de blessés. Et Cristina Kirchner affiche dans le programme qu'elle soutient la nationalisation du commerce extérieur et la mise sous tutelle de la justice et des médias. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Il est vrai que depuis 2016, avec le Brexit et ensuite l'élection de Donald Trump, on s'est beaucoup concentré sur le populisme et la crise des démocraties dans les pays développés. Mais comme on vient de le dire, en fait, c'est une vague planétaire. Et on pourrait rajouter à tous les exemples qui ont été donnés, Recep Erdogan et la démocrature islamique qui est en train de se mettre en place en Turquie, avec notamment la remise en question de la défaite du parti présidentiel à Istanbul. Alors, les causes sont un peu les mêmes que dans les pays développés, c'est-à-dire qu'on a des causes économiques et sociales, la crise des classes moyennes, et notamment des classes moyennes qui avaient émergé, c'est notamment le cas au Brésil, où la classe moyenne fabriquée par Lula a complètement éclaté. Mais les problèmes politiques et culturels sont souvent sous-estimés, comme d'ailleurs dans les pays développés. Le problème, évidemment, de l'immigration, le problème de la sécurité. Quand on prend le Brésil, il y a 63 000 homicides par an, et ça a été une des grandes causes de l'élection de M. Bolsonaro. Et enfin, la dernière chose, c'est, comme dans les pays développés, l'impuissance politique, mais avec par ailleurs un accent particulier sur les problèmes de corruption. On retrouve ça au Brésil, on retrouve ça également en Inde ou en Argentine. Donc on a bien deux aspects, le retour en force des hommes forts, mais également une importance particulière du retour en force des sentiments identitaires, nationalistes et religieux après la mort des idéologies du XXe siècle. Quand on regarde l'Inde de Narendra Modi, c'est spectaculaire. Il y a derrière un projet de faire de l'Inde une nation hindoue, en oubliant qu'il y a quand même 200 millions de musulmans dans ce pays. Quand on regarde également, par exemple, ce qui se passe en Turquie, on a cette double dimension, empire ottoman et puis religion. Le bilan, très vite, il est quand même très mitigé, c'est-à-dire que ces hommes forts réussissent souvent bien en politique, on le voit avec le succès de M. Duterte, mais au prix généralement d'une
gestion très médiocre de l'économie, voire la récession qui frappe aujourd'hui la Turquie, et surtout au prix d'une désintégration complète de l'état de droit. Et la dernière remarque, c'est que là où ça nous intéresse tous, c'est qu'on a quand même derrière cette bipolarisation du monde qui est en train de prendre forme. Derrière tout ceci, il y a quand même une idée du modèle chinois, donc l'idée qui est aujourd'hui de plus en plus présente, que on échange la stabilité politique et théoriquement le développement économique contre la suppression de la liberté politique, et par ailleurs que le Sud doit prendre une revanche contre l'Occident. Lucille Schmitt. Oui, plusieurs choses par rapport à ce caractère planétaire des populismes. La première, c'est s'apercevoir que des hommes que nous ne connaissions pas, dont nous n'avions jamais entendu parler, surgissent brusquement et prennent le pouvoir dans de très grands pays. Parce que entre le Brésil, le Pakistan, les Philippines, l'Inde, ce sont pas n'importe quel pays, ce sont des grands pays émergents, ce sont des grands pays qui comptent déjà dans le monde. Et donc cette espèce d'instabilité politique et ce surgissement de personnes dont nous n'avions jamais entendu parler est quelque chose qui résonne par rapport aux incertitudes que représente aujourd'hui l'avenir des démocraties. Qui avait entendu parler de Jair Bolsonaro avant qu'il devienne président du Brésil, prise de fonction en janvier dernier? Il avait été pendant une vingtaine d'années un député parfaitement incolore, inodore et sans saveur, évidemment plutôt de droite et un ancien militaire ayant des connexions très importantes avec d'anciens généraux, avec l'armée. Qui avait entendu parler d'Imran Khan au Pakistan, si ce n'est comme une sorte de champion de cricket ayant épousé la fille de Jimmy Goldsmith, mais il a changé de femme. Maintenant, il est avec une voyante voilée qui connaissait bien Narendra Modi, dont on nous dit que, comme un homme caméléon, lorsqu'il faisait campagne, il changeait plusieurs fois de vêtements par jour pour pouvoir séduire les assemblées devant lesquelles il se présentait. C'est très intéressant, c'est-à-dire que la figure de l'homme politique caméléon est celui qui se révèle après une vingtaine d'années passées dans les institutions, mais contre le système, nous éclaire aussi sur la manière dont le système lui-même a créé ces antidotes. Je termine bientôt, cher Philippe. Tout ça pour dire une chose, c'est que la question qui nous est posée, c'est par rapport à ces nouveaux populismes, jusqu'où peuvent-ils aller? Et les démocraties auront-elles des cordes de rappel? Ce n'est pas parce qu'on est brésilien qu'on n'a pas des pouvoirs et des contre-pouvoirs démocratiques. Pouvons-nous imaginer un avenir qui ne soit pas seulement d'aller vers le pire? Je crois que c'est la question qui est posée à travers cette question de ces populismes planétaires. On m'a dit que comme Narendra Modi, Jean-Louis Bourlange, quand il fait sa campagne dans les Hauts-de-Seine, prend successivement les habits des différentes contrées des Hauts-de-Seine pour pouvoir être mieux en contact avec sa population. La vie qu'on porte au Plessis-Robinson et à Châtillon. Sinon, on est perdu. Marc-Olivier Padis. On parle là de populisme de droite essentiellement parce que il y avait une grande tradition en Amérique latine de populisme de gauche, résumé par le péronisme, donc du nom du président argentin Perón, où il y avait à la fois un pouvoir qui s'appuyait sur les syndicats avec des politiques sociales assez fortes et donc qui reste encore une référence pour Maduro, l'héritier de Chavez au Venezuela, avec les résultats économiques calamiteux, pour pas dire plus, qu'on connaît. Alors, toute la question qui est posée par ce sujet, c'est de savoir est-ce que, au-delà du style politique, on a affaire à un mouvement de fond comparable. Est-ce que le populisme, on voit des éléments de rhétorique? Est-ce que ça renvoie à, une nouvelle construction politique? C'est pas évident. Les éléments rhétoriques, ils sont assez clairs. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a dit, l'importance de la personnalité, l'homme fort, avec une misogynie. Il s'agit toujours d'hommes. Enfin, Christina Kirchner, elle est arrivée là parce qu'elle a pris la suite de son mari. Le côté donc misogyne, le conservatisme moral, l'importance, par exemple, pour Bolsonaro, des mouvements évangéliques protestants néo-pentecôtistes qui sont très importants, la rhétorique anticonventionnelle, même volontiers agressive et violente, mais il y a aussi des éléments structurels, c'est-à-dire, et en particulier, on est frappé dans tous les cas qui ont été cités par la présence de l'armée sous-jacente, c'est-à-dire que Bolsonaro était en particulier très clairement soutenu par l'armée brésilienne qui ne veut pas refaire, comme lors du coup d'État, reprendre le pouvoir directement,
mais qui avait bien indiqué que c'était son candidat. Et derrière ces différents styles politiques, il y a aussi un clientélisme électoral, mais aussi profondément une corruption qui gangrène l'économie, surtout dans des pays comme le Brésil où le poids des matières premières favorise l'accaparement des rentes par des réseaux proches du pouvoir et qui explique, disons, l'échec économique de ces systèmes. Jean-Louis Bourlange. Oui, c'est extrêmement difficile de parler de tous ces populismes et de les placer sous une sorte de toit de définition commune. Je crois que c'est quand même la combinaison de deux choses. La fin du communisme, c'est-à-dire que toute l'idéologie révolutionnaire qui sous-tendait une partie des forces anti-occidentales s'est effondrée avec effectivement l'éclatement, la disparition du monde communiste. Et donc il y a tout un ensemble de forces contestataires qui sont, si je puis dire, en liberté, qui ne savent pas très bien sur quoi se fixer et qui se fixent volontiers sur des thèmes qui sont des thèmes nationalistes, identitaristes nationalistes, des thèmes religieux, des thèmes anti-populistes au sens strict du terme, c'est-à-dire anti-élitistes, pour une bonne partie d'entre eux anti-occidentaux. Donc il y a toute une sorte de relève extrêmement confuse de la grande protestation communiste qui s'opposait à la colonisation et au néocolonialisme qui avait dominé un certain nombre de pays, les néocolonialistes eux-mêmes étant d'ailleurs très peu regardants, notamment en Amérique latine ou en Afrique, et très très prêts à soutenir des régimes dictatoriaux. Donc ça fait... Ce qui me paraît caractériser ces pays, c'est quand même l'anti-occidentalisme, et notamment le refus des valeurs que nous, Européens, nous portons, ou du moins que nous portions, puisque la vérité, c'est que nous sommes contaminés par ces idéologies, et non pas l'inverse. Les deux grandes choses qui sont mises en cause, c'est l'état de droit, à la fois la démocratie formelle avec ses usages, les droits fondamentaux. Là, il y a des choses caricaturales, comme Duterte aux Philippines, c'est absolument caricatural, mais tous n'en mourront pas, mais tous étaient touchés. Et deuxièmement, la liberté de conscience. Il y a quand même une mobilisation sur des formes très différentes d'intégrisme religieux qui sont impressionnantes un peu partout, y compris l'intégrisme révolutionnaire comme le christo-marxisme du Venezuela, des choses comme ça. On a vraiment des questions, et là, ça nous met en cause directement, et nous-mêmes, nous sommes quand même assez profondément atteints par l'aile marchande de quelque chose qui met en cause ce qui est, selon moi, notre trésor en tant que civilisation européenne. Lucille Schmitt. Oui, je voulais juste dire une chose, c'est que la question qui se pose, c'est jusqu'où ira la violence d'État. C'est-à-dire qu'on voit bien que Bolsonaro a été élu en disant qu'il allait donner une arme à chaque Brésilien, et on voit bien que aux Philippines, le président a choisi de sortir de la Cour pénale internationale. Donc jusqu'où ira la violence d'État ? On se fait élire en disant qu'on luttera contre la violence, et on pratique la violence d'État. C'est évidemment une préoccupation extrême. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, pour laquelle j'ai exceptionnellement l'intention de lire un texte que j'ai écrit. Les enfants de ceux qui avaient fait la guerre de 14 ont été tympanisés par les récits de guerre de leurs parents. Les gens qui, comme moi, et comme la plupart des gens autour de cette table, sont nés après la dernière guerre, ont eu souvent beaucoup de mal. Mon père était maquisard, mon beau-père était dans les bérets verts de Kiefer, et on a eu beaucoup de mal, pour ne pas dire qu'on n'a pas réussi souvent à leur faire parler de ce qu'ils avaient fait, de pourquoi ils l'avaient fait, de comment ça s'était passé. J'avais eu, avec François Jacob, de longues conversations là-dessus, dans lesquelles, quand je dis de longues conversations, c'est-à-dire c'était de ma part un long monologue et de sa part des réponses aussi brèves que possible. J'ai eu la chance de rencontrer à l'occasion d'une cérémonie de commémoration un de ces héros ordinaires, lequel m'a inspiré ce texte en ces moments de commémoration. Le 6 juin 1944, le visage en sueur de Bill Millin était d'un vert sensiblement plus pâle que celui de son kilt, aux couleurs du clan Fraser. Et quant à détailler les soubresauts, les spasmes et les nœuds de ses tripes et de ses boyaux, la décence m'en empêche absolument. Vous savez ce que c'est que le mal de mer. D'abord,
On pense en crever, et puis très vite, on se sent tellement mal qu'on espère en mourir. Aussi, lorsque Bill Millin vit qu'il pouvait sauter de sa fichue péniche de débarquement, il ne se soucia pas un instant de ce qu'il attendait sur la rive de cette plage de Ouistreham, rebaptisée Sword. Il sauta, et tandis que son kilt flottait en corolle autour de ses reins, il attrapa sa cornemuse et entama Highland Laddie, une vieille chanson jacobite du XVIIIe siècle qui servit d'hymne aux partisans de Charles Edward Stuart, le fameux Bonnie Prince Charlie. Arrivé sur la plage, Bill Millin, debout, continua la chanson à la cornemuse. Quand sa cornemuse eut achevé Highland Laddie, Millin reconnut la voix qui lui criait « Une autre !» C'était celle de Simon Fraser, le 24e chef du clan Fraser, 15e Lord Lovat, commandant des Lovat Scouts et de la première brigade du Special Service, dans lequel combattaient 177 fusiliers marins français, aux ordres du commando Kiefer. Bill Millin entama The Road to the Isles, chanson populaire, pastorale et mélancolique, où l'on célèbre la beauté des paysages de l'ouest des Hautes-Terres que traversent les hommes qui se rendent aux îles. C'était comme si on nous rappelait pourquoi nous nous battions, devait se souvenir Tom Duncan des Lovat Scouts. L'un des Français des commandos, Maurice Chauvet, jurait des années plus tard qu'en entendant The Road to the Isles, les Allemands s'étaient arrêtés de tirer pendant quelques instants. La sagesse populaire britannique prétend en un dicton qu'un gentleman, c'est un homme qui sait jouer de la cornemuse et qui s'en abstient. La sagesse populaire va avoir à se débrouiller avec la mémoire de Bill Millin et je lui souhaite bonne chance. Marc-Olivier Badis. Je recommande un ouvrage de Nicolas Delalande qui s'appelle « La lutte et l'entraide, l'âge des solidarités ouvrières ». C'est publié au Seuil. Nicolas Delalande est un jeune historien qui avait fait une histoire du consentement à l'impôt, un sujet dont l'actualité reste... un très bon bouquin. Un très bon bouquin qui s'appelait « Les batailles de l'impôt ». Et donc là, dans cette histoire, il s'intéresse à l'internationalisme ouvrier, mais il s'y intéresse du point de vue non pas de l'idéologie ou de la rhétorique, mais des dispositions pratiques qui ont existé pour construire des formes de solidarité entre des ouvriers à travers des pays, notamment en construisant des caisses communes, des échanges, des formes de solidarité. Et donc c'est une histoire extrêmement précise qui court depuis le 19e siècle et qui est tout à fait passionnante. Nicolas Pavresse. Au moment où l'on commémore précisément le 75e anniversaire du débarquement, c'est vrai que cela vaut la peine d'essayer de réfléchir aux guerres du 21e siècle, et notamment aux guerres sans fin. Et c'est vrai que dans ces guerres sans fin, la Syrie en est le symbole. Je voulais donc recommander la lecture du livre de Michel Duclos, « La longue nuit syrienne », qui montre, puisque Michel Duclos a été ambassadeur à Damas, c'est une plongée clinique dans le fonctionnement du régime d'Assad. Et ça montre extrêmement bien comment cette guerre au départ civil est devenue une guerre civile globalisée. Ça montre aussi combien la violence est sortie de toutes ces chaînes et comment elle est mise au service de ces nouveaux régimes autoritaires. Et enfin, ça souligne malheureusement le danger de l'impuissance de l'Occident, puisque c'est un certain nombre d'erreurs commises par les États-Unis et en particulier Barack Obama qui expliquent à la fois la dérive du conflit syrien, mais plus fondamentalement l'espace qui a été laissé à ces nouveaux régimes autoritaires. Et je ferai un lien entre la brève de Nicolas et l'émission thématique que nous avons réalisée avec un interlocuteur tout à fait remarquable, Joseph Barraud, que nous avons fait au moment de Pâques, et qui est toujours disponible, qui est comme tous nos podcasts, disponible sur notre site. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais recommander un essai qui s'appelle « Le retour du prince », avec un grand P, écrit par Vincent Martini, qui est professeur à l'IX et à Sciences Po, publié chez Flammarion en 2019. Ce qui est très intéressant, le bandeau du livre, c'est notre fascination pour les chefs. Donc, vous comprendrez bien pourquoi je l'évoque. Je crois que c'est très intéressant dans la thèse de Vincent Martini, c'est qu'il dit qu'il faut désentimentaliser, j'y suis arrivée, la promesse du politique, avec l'idée, en fait, que nous, citoyens, nous avons évidemment une responsabilité dans cette manière d'élire des super chefs, qui d'ailleurs n'ont de super chef que le nom et la cape de Superman. Et donc, à partir de là, il met les propositions sur le sujet de l'exécutif lui-même. Comment est-ce qu'il faut ne pas se comporter de cette manière et construire du collectif? La question des représentants et bien sûr la question des citoyens. C'est un essai engagé et passionnant. Jean-Louis Bourlange.
Oui, je vais faire comme vous, Philippe. Je vais parler de façon assez personnelle. D'abord, je voulais faire ma brève sur pour rendre hommage à Emmanuel Macron d'avoir effectivement rendu hommage comme il fallait aux commandos Kieffer, qui ont été les gens du commando Kieffer ont été les grands oubliés et les victimes d'une balle perdue ou des balles perdues entre le général de Gaulle et les Anglo-Américains, puisque De Gaulle a considéré que le D-Day était un non-événement, puisqu'il n'y était pas associé, que la France n'y était pas associée. Et d'ailleurs, c'était pas simplement une rancune personnelle ou une sentiment de frustration personnelle, mais il y avait une réalité dans le fait qu'effectivement, la question n'avait pas été abordée du tout en solidarité avec le gouvernement provisoire qu'il dirigeait. Donc je crois que c'est très bien qu'on ait enfin ces héros dont une émission récente rappelait qu'elle avait été jeudi soir, je crois, rappelait qu'ils avaient été après leur conduite héroïque simplement démobilisés, rendus à la vie civile et au néant. Et puis je voudrais ajouter une note. Alors c'est là où est la note personnelle. Vous avez évoqué la mémoire de Lord Lovat. Moi je dois dire j'ai une reconnaissance personnelle à Lord Lovat parce que c'est l'homme qui a dirigé le commando contre la batterie 813 qui verrouillait l'accès sud du port, verrouillait le port de Dieppe lors du raid de Dieppe. Il a réussi son opération. C'est la seule opération réussie dans l'opération Jubilé qui a été un fiasco complet pour les anglo-saxons. Et je lui en suis tout à fait reconnaissant parce que la commandanture qui commandait cette batterie, c'est ma maison actuelle. Et s'il n'avait pas été là, on aurait essayé de réduire la batterie par voie aérienne et j'aurais pas eu de maison. Vive Lord Lovat. Lord Lovat était le cornemusier dont j'ai parlé tout à l'heure, Bilbini, était le cornemusier personnel de Lord Lovat, puisque Lord Lovat avait une armée personnelle de 1000 hommes qu'il avait mise à la disposition de Winston Churchill. Et j'ai eu la chance de les rencontrer l'un et l'autre à l'occasion de la cérémonie du débarquement. On ne peut pas retransmettre, je crois, ce que c'est que de se trouver en face, enfin de partager un moment, en l'occurrence un repas avec des héros qui ne se conduisent nullement comme tels, ne vous écrasent nullement de cet héroïsme et qui, donc une idée, c'est de passer avec vous un bon moment et de ne pas s'embêter à ressasser des choses. Churchill disait de lui qu'il pouvait vous poignarder en vous souriant. C'était très probable, en tout cas, c'était un homme dont aucun acteur, même je ne sais plus qui jouait son rôle d'ailleurs dans le genre le plus long, ne pouvait, je crois, restituer le charme. Mais en tout cas, gloire au commando Kieffer. Je rappelle que cette émission a été préparée avec Charlotte Montier. Nicolas Tourneau assure la vitalité du site. Benoît Carré, la retranscription de nos conversations en un compendium. Adrien Beccaria a enregistré cette émission à l'arrière-boutique. Et Julien Neuville l'a produit pour Nouvelles Écoutes. Nous vous espérons la semaine prochaine et nous vous rappelons que le 16 juin, l'émission est en public à la mairie du 9e et que vous pouvez vous y inscrire sans compter qu'évidemment vous pouvez nous soutenir en cliquant sur « Soutenez-nous » sur le site de l'émission.